Bonjour à tous, Jocelyne Marinaro. Je ne sais pas si vous m'entendez, Stéphanie, Thierry. Si, moi je t'entends. Je ne sais pas si toi tu as un Très bien. retour de notre part. Je vais te demander à Virginie. Ouais, moi je vous entends tous les deux. Ok, parfait. Très bien. Je vais demander Je pense aussi qu'on à va pouvoir Stéphanie. commencer peut-être pour ne pas se mettre en retard. Stéphanie, je ne sais pas si elle nous entend. Moi, j'avais le son coupé, hein, donc du coup, il faut peut-être lui autoriser le son. Ouais, alors attends, bouge pas, je vais le faire. Ce qui est bien, c'est que Stéphanie, hop, j'ai réactivé le son. Voilà. Oui, Je pense que alors ça Stéphanie y doit est, nous entendre. oui, ça me disait que j'étais en Ouais. écoute. En son coupé. Voilà. C'est de ma faute. Et je Et me j'active repose. le son de Victor. Donc vous avez, on est tous les quatre avec le son d'activer. Tous les quatre, on peut parler sans problème théoriquement. Très bien. Victor, je l'entends Donc, ce que je vous pas. propose, Bonjour. Voilà, parfait. bonjour à tous. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer pour ne pas se mettre en retard sur l'agenda. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Nous vous remercions pour votre présence. Nous sommes ravis de vous accueillir à cet événement digital afin de vous parler de ce sujet passionnant. Comment repousser les limites de la gravure mécanique grâce aux nouvelles technologies. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Stéphanie Goudgat, qui est avec moi. Bonjour. Directrice des opérations de la société Datron, avec Monsieur Victor Chen, dirigeant de la société Chen Gravure. Bonjour à tous. Et de Thierry Bruno, expert en usinage et en utilisation du logiciel Carveco, ex-logiciel Arcam de la gamme Delcam. Bonjour à tous. Donc, je laisse Stéphanie vous parler des enjeux liés au monde de la gravure. Ce sont toutes les questions à laquelle on va essayer de répondre ce matin. Alors, bon, on va dire que c'est une petite liste de questions et il y en aura peut-être beaucoup d'autres de votre part. Mais voilà, pour démarrer les débats, on est parti sur les résolutions de plus en plus extrêmes et des outils de plus en plus fins, ce qui va un petit peu ensemble. On a souvent des questions qui reviennent sur la gravure du laiton sans plomb, ce qui est vraiment une nouvelle contrainte et qui va être de plus en plus régulièrement rencontrée comme problématique. Gravure dans le tendre et dans le dur sur un même équipement, est-ce que c'est faisable? Quel type de machine il faut choisir si on a ces deux contraintes? Et conception rapide et intuitive, donc là ce sera plus justement la partie Carveco avec cet exemple de pièce et Monsieur Chen aussi qui vous partagera son expérience sur ce sujet. Voilà pour les thèmes principaux. Donc, voilà, donc les questions auxquelles nous allons répondre. Alors pour ce faire, nous avons défini un agenda, donc avec une introduction et une présentation des sociétés Applicité Datron en introduction. Ensuite, Stéphanie gardera la parole pour vous présenter les centres UGV Datron, comment repousser justement les limites de la gravure grâce à ces équipements et à ces machines et ces nouvelles technologies. Thierry Bruno, donc expert d'Artcam, donc aujourd'hui Carveco, vous présentera comment concevoir et préparer les parcours de gravure avec l'outil Carveco, justement. Et ensuite, Monsieur Chen nous présentera des applications de gravure artisanale réalisées par la société Chen Gravure. Nous conclurons avec des réponses à vos questions que vous pourrez poser, bien sûr, lors de cette présentation. Donc, je vais vous présenter rapidement la société Applicite. Donc, Applicite est une société qui a une 15 ans d'existence, qui est un intégrateur, qui est revendeur donc des solutions Carveco, mais pas que, des solutions Autodesk également, et des solutions HP. Donc, c'est en total 50 personnes réparties sur 6 agences pour apporter un service de proximité à nos clients nationaux. Le chiffre d'affaires 2019, mais effectivement, le chiffre d'affaires 2020 a été quasiment au même niveau à 14 millions d'euros. Donc,
dans le contexte de pandémie, ça a été quand même une sacrée performance que de maintenir le niveau d'activité. Et on avait eu une croissance de 25% par rapport à 2018. Donc 60% de nos revenus viennent des services. C'est pour ça que nous sommes un intégrateur, on en parlera. Mais l'essentiel de notre métier, c'est d'intégrer et d'accompagner les entreprises à l'intégration des solutions Autodesk, Carveco ou HP pour les rendre opérationnelles. Donc nous avons décidé il y a 3 ans de compléter notre offre avec les solutions Delcam, ex-Delcam, pour devenir un acteur majeur dans le domaine de l'intégration des solutions de FAO. C'est à ce moment-là que Thierry Bonneau nous a rejoints. Thierry est un ex-expert Artcam, puisqu'il était salarié de la société Delcam qui a été rachetée par Autodesk en 2016. Si on appuie sur le slide, on a le logo Delcam qui apparaît. C'est à ce moment-là que Applicite est devenu revendeur auprès d'Autodesk des solutions Delcam et donc de facto des solutions Artcam. Donc, nous avons beaucoup d'expertise dans le domaine de la simulation numérique, mais on va parler ce matin essentiellement des solutions de... Donc, un intégrateur avant tout, ça veut dire que notre métier premier, c'est de faire d'abord une analyse des besoins des clients avec un audit qui nous permet de définir un cahier des charges et de répondre aux besoins et aux projets d'amélioration constatés et la faisabilité technique du projet. Ensuite, une fois que le client a fait le choix des solutions et du plan d'intégration, notre métier consiste à développer tous les paramétrages nécessaires, tous les développements spécifiques tels que les post-processeurs par exemple, et de définir des méthodologies qui vont être ainsi propres à l'entreprise avec un programme de formation extrêmement spécifique et personnalisé. Et ensuite, accompagner les utilisateurs avec une assistance téléphonique quotidienne et un suivi technique régulier pour que les utilisateurs montent en compétences et deviennent opérationnels, encore une fois, le plus vite possible. Donc, les solutions que nous commercialisons dans la gamme Autodesk concernent les produits Fusion, qui est une plateforme de conception interconnectée, Thierry, qui doit permettre de pouvoir… Thierry ? Oui, je t'entends. Oui, c'est ça. En fait, c'est un logiciel qui n'a pas d'installation en direct sur le dispositif, donc il y a juste un exe à lancer et on peut utiliser le… Voilà. Non, mais parce que je ne voyais pas le slide, en fait, Thierry. Donc, en fait, Fusion 360, qui est une plateforme de conception, qui va permettre de faire de la CAO 3D, bien sûr, mais qui va permettre de pouvoir faire de la conception, de la simulation numérique et de la fabrication. Ensuite, Moldflow, c'est pour la simulation de l'injection des matières plastiques. Netfab, c'est pour de l'impression 3D. Et ensuite, PowerMill, ex-Delcam, encore une fois, suite au rachat d'Autodesk, reste la solution pour l'usinage 3 axes à 5 axes, leader dans le domaine du surfacique, notamment des pièces gauches. Alors, Autodesk donc a développé Fusion 360. On en parle parce que c'est une plateforme de conception qui commence à être très répandue sur le marché et qui va permettre d'avoir autour d'un noyau 3D de CAO, de pouvoir faire de la gestion de données, de la visualisation avec du rendu réaliste, de la simulation numérique, mécanique, structure, fluide et rhéologie, et tout ce qui est fabrication, soit additive, soit soustractive. Donc, les solutions en usinage d'Autodesk autour de PowerMill, bien sûr, dont on a parlé à l'instant. C'est aussi PowerShape pour la modélisation des électrodes. C'est un outil de CAO qui est vraiment très, très lié à l'usinage. On va faire toute la préparation avec la modélisation des électrodes. Ensuite, FeatureCam, qui est un outil, un logiciel qui va automatiser les processus de création du code CN en fonction du modèle CAO qu'il va ainsi gérer. Et puis pour Inspect, c'est de la métrologie qui va permettre de faire du contrôle, de l'inspection et du contrôle. Ça peut être réalisé en OMV, On Machine Verification, pour faire de la métrologie. Donc, nous sommes devenus revendeurs Artcam tout simplement parce qu'Autodesk a décidé de ne plus assurer le développement des solutions Artcam, qui était un outil phare de la gamme Delcam. Autodesk l'a conservé 1 an ou 2 et a décidé de fournir les codes sources
à des salariés, des experts ArtCam qui étaient chez Autodesk, qui ont quitté Autodesk et qui ont créé une société qui s'appelle Arcarveco et qui a récupéré les codes sources en accord avec Autodesk, bien sûr, et qui développe depuis déjà maintenant 2 ans le produit Carveco. Donc Arveco, vous retrouverez, pour ceux qui connaissent ArtCam, l'interface utilisateur qui était assez intuitive, très ergonomique de ArtCam. On va retrouver la même interface utilisateur et donc l'objectif, c'est d'avoir vraiment un logiciel dédié à la gravure et qui va permettre de pouvoir travailler sur tous ces reliefs avec un logiciel 3D assez avancé, avec la même convivialité et la capacité à réaliser des gravures, des reliefs, des enroulements sur CAO, tout ce qui est exploitation d'images. Vous allez voir avec une vidéo notamment qui va vous être présentée par Thierry les capacités de Carveco. Donc, sur le slide qui suit, vous voyez donc la possibilité de pouvoir poser des questions pendant la présentation. Vous avez l'icône pour lever la main et demander à ce que vous puissiez prendre la parole, mais idéalement l'onglet pour poser les questions avec le chat. Comme ça, nous relayerons les questions aux présentateurs et on pourra ainsi avoir une interaction avec vous si vous le souhaitez. Donc, je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Stéphanie qui va vous parler avec passion de la société Datro et de ces machines CN. Merci. Vous devriez voir mon écran. C'est bon? Vous voyez? Ah, voilà. C'est parti. Voilà, alors je vais vous... Est-ce que je peux faire défiler? Non, c'est moi qui fais défiler. Ah, d'accord. Pardon. Bouge pas, Stéphanie. Je vais te laisser complète. Ce sera peut-être plus facile. Montrer mon écran. Hop. Hop, ça arrive, hein, une petite latence. C'est bon, on voit ton écran. Ah, alors il faut que je reprenne mon slide. Non? Ah oui, du coup. Alors... Point. Ouais, donc il faut que je reprenne. Hop, on va mettre ça là. Excusez-nous, petit cafouillage technique, mais il y en a pour 2 secondes. Voilà, il est en train de s'ouvrir, c'est un petit peu lourd et après, vous me direz si on voit tout bien. Hop, voilà. Là, là, on pousse ça. Et bon, je vais le laisser comme ça. Voilà. Alors, c'est parti pour une petite présentation d'Atron. Donc, on est là aujourd'hui pour parler de gravure. C'est un thème qui nous plaît beaucoup parce qu'on rejoint l'art et c'est toujours un sujet très intéressant à évoquer. Je vais quand même vous faire une petite présentation de la société Datron, que certains connaissent déjà, mais pas forcément tout le monde. Et je vais faire ça rapidement pour qu'on puisse vite se réorienter sur la gravure. Alors, Datron Maison Mère est une société allemande, Datron AG, qui est basée à côté de Francfort sur 2 sites. Donc, il y a le site historique de Multal. Comme vous voyez sur la photo, c'est très sympathique. C'est en pleine campagne. Ça ressemble à un petit village universitaire avec plein de petits bâtiments. On y trouve encore le service commercial, marketing, l'IT, enfin tout ce qui est bureau, plutôt l'administratif. Et le site de production qui, lui, est basé depuis quelques années à Darmstadt. On a pris un gros site, on a repris un site industriel avec quelques milliers de mètres carrés d'atelier. Et ce qui est intéressant à Darmstadt, c'est qu'il y a une grosse université avec laquelle on travaille beaucoup en collaboration et dans laquelle on trouve un laboratoire d'analyse de l'usinage à petits copeaux, ils appellent ça. Donc, c'est en fait une université qui travaille beaucoup sur l'usinage grande vitesse et sur les outils de coupe. Donc, on a un gros partenariat avec cette université. Datron est aussi une société donc présente dans le monde entier maintenant, avec de très anciennes filiales dans certains pays comme les US. Il y a deux sites, un côte Est, un côte Ouest, mais aussi vieilles filiales au Royaume-Uni, maintenant un partenaire asiatique et puis un petit peu partout dans le monde, partenaire suisse, italien qui est partenaire de très longue date aussi, autrichien qui d'ailleurs est spécialiste de la gravure à l'origine et qui maintenant propose des produits Datron.
Alors, en quelques dates, Datron donc, est une société qui a été créée en 1969, qui a fêté ses 50 ans en 2019 et qui, à la base, est une société spécialisée dans les composants, qui produisait des composants pour l'électronique, par exemple des boîtiers de mesure pour les crash tests. Et qui avait besoin d'usiner en interne. Donc, dans les années 80, fin des années 80, on a commencé à fabriquer des centres d'usinage, mais pour nos besoins propres, donc plutôt orientés électroniques, avec tout ce qui était gravure de face avant, usinage de boîtiers, de PCB, tout un tas d'applications autour de l'électronique. En 2000, alors, on ne fait plus du tout de composants pour l'électronique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une conversion. Les clients qui venaient faire des audits chez Datron disaient « mais vos machines, elles sont super pour nos besoins, est-ce que vous pourriez nous en fabriquer ?» Donc petit à petit, on s'est mis à faire des centres d'usinage et des solutions pour des poses de joints. Et aujourd'hui, on ne fait plus du tout de composants ou de boîtiers de mesure ou quoi que ce soit qui tourne autour de l'électronique, mais c'est vraiment de là que vient notre typologie de machine. En 2002, la société a été reprise par Arne Bruch, donc c'est une société familiale. Il a repris l'entreprise familiale, mais c'est quelqu'un qui va beaucoup apporter dans le développement de Datron. À l'époque, Datron, c'était une cinquantaine, une soixantaine d'employés, et puis des machines quand même d'une génération plus ancienne. Et c'est en particulier lorsqu'il a fait entrer Datron en bourse en 2011 que Datron va beaucoup évoluer parce que tout simplement, le capital que ça va apporter à Datron va être complètement insufflé dans les R&D et permettre de développer les nouvelles générations de machines et de CN qu'on peut connaître, qui sont vraiment beaucoup plus high-tech. Et l'équipe est passée donc j'allais dire sous le règne de Arne, je sais pas comment, de 60 personnes à 280 aujourd'hui. Donc, on a les chiffres de 2019 pour vous donner une idée. Donc, chiffre d'affaires pratiquement 54 millions d'euros, résultat avant impôt presque 4 millions et 280 personnes. Pour faire un petit point par rapport à 2020, donc à la situation Covid, le chiffre d'affaires a baissé un petit peu, mais on est encore en résultat positif, pratiquement le même, hein, pratiquement 4 millions d'euros. Et les collaborateurs sont toujours aussi nombreux. Donc, c'était, je dirais qu'une année comme 2020, c'était l'objectif. En termes de produits, donc Datron, ce sont des centres d'usinage grande vitesse, des fraiseuses dédiées au médical et au dentaire, des solutions de dosage dépose de produits pâteux, alors aussi bien des joints, des colles, des peintures, enfin tout un tas de produits pâteux. Donc tout ce qui est service, bien sûr, service après-vente et outils de coupe. Et outils de coupe, ce n'est pas à négliger puisque nous développons nos propres gammes et que c'est aujourd'hui 20 à 25% du chiffre d'affaires. Passons maintenant à la petite filiale française, Datron France. Alors, hop, nous sommes basés en Haute-Savoie, à une demi-heure de Genève, en bordure d'Annecy, hein, sur le bassin annécien, à Pringy. En chiffres donc, et en date, Datron France a été créé en 2013. Donc c'est une SAS. Le président est aussi Arne Bruch. Nous sommes 8 personnes, bientôt 10. Et le chiffre d'affaires en 2019, 3 millions d'euros à peu près. Et je ferai le même bilan de 2020, c'est-à-dire qu'on a gardé toute l'équipe. On a un résultat positif et c'était vraiment l'objectif. On ne visait pas forcément la croissance. Il y a une légère baisse de chiffre d'affaires de 11%, mais on est plutôt satisfait de la situation. En termes de produits, donc les centres UGV de 3 à 5 axes. Alors là, on ne voit pas la petite 5 axes, mais voilà un petit peu l'échantillon de la gamme. Les systèmes de dosage des poses avec une technologie brevetée, donc toute petite parenthèse, notre particularité, je dis toujours sur le dosage des poses, c'est qu'on ne fait pas de pâté dans les virages. C'est-à-dire que souvent, sur ce type d'application, vous avez des têtes de dépose qui vont être manipulées avec différentes marques de robots, mais en tout cas, ce ne sont pas les mêmes fabricants. Nous, on maîtrise à la fois les déplacements et les têtes de dépose qui sont brevetées, et l'interpolation entre les deux va être parfaite, donc en fonction de la vitesse, le dosage reste très précis. Donc, c'est vraiment quelque chose sur un sujet sur lequel on a une grosse maîtrise. C'est un peu un marché de niche, mais on a vraiment une bonne qualité de produit. Les outils de coupe, alors, je dirais que si c'est pour faire de l'usinage de pièces mécaniques dans l'acier, on trouve des outils à l'appel. Alors, on a développé surtout des gammes intéressantes pour des matériaux spécifiques. On a des gammes spécifiques mousse, spécifiques plastique, spécifiques pour l'alu, beaucoup de fraises une dent, deux dents, micro-fraises, pointe à graver. En fraise une dent, on a des fraises boules une dent équilibrée, bon, pour des états de surface parfaits en 3D. Donc, dès qu'on a des besoins un petit peu spécifiques hors mécanique générale, on a quand même des outils qui vont pouvoir être intéressants.
Voilà. Et puis une entreprise, alors au-delà des chiffres et des produits, c'est aussi une culture, un esprit. Alors ce qui caractérise Datron, je dirais que ce sont des solutions high-tech, intuitives, vraiment orientées application, des solutions modulables et polyvalentes. Alors c'est un petit peu parce qu'au départ, les machines ont été développées justement pour des applications et des besoins propres liés à l'électronique. Donc on les a vraiment adaptées à des besoins et c'est resté dans notre esprit de penser application et pas seulement usinage, machine et usinage. La volonté de garder un esprit de famille, c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur d'Arneux. Et puis nous, c'est encore facile dans une petite équipe, il faut dire, mais c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise. Quand les clients nous visitent, en général, ils sentent que l'atmosphère est très détendue et familiale. Et puis une communauté à l'échelle du monde, une communauté de passionnés. Alors la plus grosse équipe chez Datron, c'est les R&D, 25% de l'équipe, avec une équipe en particulier, la plus grosse partie des R&D, encore 25% des R&D, ce sont des jeunes qui développent tout ce qui est autour de la CN, fonctions spécifiques, interfaces intuitives, qui sont très passionnés, qui font beaucoup de vidéos. Donc on nous voit beaucoup d'ailleurs sur Internet avec des vidéos assez sympas. Et c'est vrai qu'ils échangent beaucoup entre filiales, partenaires, pays, mais aussi avec les clients. Il y a parfois des échanges vraiment sympathiques qui se mettent en place et beaucoup de passion autour de tout ça. Voilà pour ce qui est de Datron, Allemagne et France. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec le thème de la gravure. Alors, avant de parler de nos machines, moi, j'ai voulu faire une toute petite résumer un petit peu l'histoire de la gravure en 2 slides, hein, rien de bien pointu, mais c'est un beau métier, donc il est intéressant d'en parler. C'est un métier qui est très ancien. Elle se pratique, on va dire, depuis toujours, puisqu'on gravait dans les cavernes avec nos petits silex, on tapait dans les murs et on faisait déjà des petits reliefs intéressants. Et puis, les choses ont vite évolué. Les graveurs ont utilisé très tôt des machines, mais il n'y avait pas forcément de CN, il y a encore quelques siècles de cela. Donc, on a utilisé pendant longtemps les magnifiques pantographes que vous voyez sur la droite en photo. Donc une belle mécanique qui marchait très bien, mais qui à un moment donné est devenue un petit peu limitée en productivité et en performance, mais vraiment de très belles machines. On en a vu qui tournaient encore chez certains de nos clients il y a une dizaine d'années, quand on a installé les premières Datron, enfin il y a 8 ans. Donc voilà. Un métier qui impose de l'habilité manuelle, de la technicité, beaucoup de créativité artistique, c'est même là où on voit apparaître des différences, et bien sûr beaucoup de patience. Alors, maintenant, on utilise des outils beaucoup plus modernes avec les machines à commande numérique qui vont apporter une productivité nettement supérieure, simplifier le travail du graveur, en particulier quand on a des ébauches géométriques à faire, de grandes plaques avec des pièces à répéter. La répétabilité d'une machine est quand même très intéressante, sinon ça devient vraiment un travail fastidieux. Et puis, le savoir-faire du graveur est toujours requis. En particulier, on a certaines sociétés où des maîtres de gravure viennent reprendre toutes les pièces à la main et vont humaniser les visages, les animaux, tout ce qui est vivant en fait, hein, qui ressort de la machine usinée tellement parfaitement ou tellement de façon, oui, avec une géométrie parfaite, que finalement ça finit par être moins humain et qu'en quelques secondes, le graveur va ajouter sa petite note personnelle et transformer cette pièce en quelque chose de magnifique. Alors, parlons un petit peu maintenant machines, un petit peu plus sérieusement. Des machines de gravure, on en trouve plein. On trouve beaucoup de petites machines orientées clé minute ou pour de la gravure dans le tendre, pas forcément très précise, qui peuvent faire aussi de la découpe. Des fournisseurs pour ce type de machine, il y en a beaucoup et dans le monde entier. C'est par contre beaucoup plus compliqué dès qu'on va vouloir entrer dans la gravure haut de gamme. Il a existé à une époque 2 très grandes marques, mais qui ont souffert de ce marché, parce qu'il n'y a plus de marché de volume hein, dans le monde de la gravure. Tout ce qui est monnaie, médaille d'art, maintenant, c'est plus du tout fait par enlèvement de matière en gravure sur machine. Et quand le marché a chuté, les grandes marques comme Scripta, on voit une machine Scripta en bleu sur le côté, ces grandes marques-là ont disparu, comme aussi Kuhlmann, hein, qui a disparu et été racheté, mais ce sont des marques, celles qui existaient à l'époque, qui n'ont pas été travaillées ensuite dans l'esprit gravure pour celles qui ont été reprises. Donc les marques historiques ont globalement disparu. On n'a pas lié à cette disparition souvent quand on a des besoins un peu extrêmes, en partant sur des centres d'usinage plus classiques, mais qui en fait ne sont pas dimensionnés gravure.
C'est-à-dire qu'on les adapte, on prend des broches qui ont une puissance énorme. Alors, elles ont de la rotation, donc ça va fonctionner, mais elles ont une puissance qui n'a pas de sens pour graver, parce qu'il n'y a pas besoin de couple pour emmener des tout petits outils en gravure. Et souvent, ce sont des machines beaucoup plus coûteuses à l'achat et d'utilisation. On va emmener des masses embarquées énormes avec des machines de 10 tonnes, donc beaucoup d'énergie consommée, et finalement qui n'apportent rien à l'application en elle-même. Donc, ce n'est pas forcément très rationalisé comme moyen de production pour graver. Alors, donc, dans ce contexte, comment répondre aux exigences d'aujourd'hui? Alors, j'ai remis toutes ces petites questions que nous, on a dû se poser aussi chez Datron quand on veut faire évoluer nos produits pour être toujours plus adaptés à la gravure, mais à l'UGV en général, puisqu'on rejoint les mêmes problématiques, hein, rotation élevée, petits outils, vitesse de coupe élevée, et on rejoint très vite le thème de la gravure en UGV général. Alors, on résume souvent les machines de gravure à une broche qui tourne vite. C'est vrai, mais ça ne suffit pas. D'autant plus que quand on va aller dans des matériaux plus durs, il va falloir à un moment donné même réduire un petit peu la rotation par rapport à certaines gravures dans le temps. Donc, ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup d'autres problématiques à prendre en compte pour que la machine soit adaptée. Voyons un petit peu ces problématiques. Alors, bien sûr, il faut de la rotation. D'abord parce que les outils sont tout petits, enfin, principalement pour ça. Donc, il faut beaucoup de rotation. Alors, il va falloir quel type de broche? Des broches qui tournent vite, mais à refroidissement liquide pour avoir une très très bonne stabilité, gérer les phénomènes de dilatation, pas avoir de chauffe, pas qu'elle s'endommage aussi. Une bonne précision d'excentricité et un minimum de vibration, ça c'est crucial, et en particulier pour de la gravure très fine. Ou dans le dur, parce que la moindre vibration, quand on emmène encore une pointe à graver dans un laiton avec plomb très tendre, tout va bien. Et puis avec la même broche, vous allez parfois essayer de graver un acier, et là, à peine la pointe va effleurer la matière qu'elle explose, parce que même si vous ne voyez pas de vibration à l'œil, il faut vraiment des broches stables pour emmener des pointes dans les matériaux durs. Le bridage d'outils doit être donc parfaitement équilibré, on rejoint la même problématique. Donc dans ce but, nous on est parti sur deux types de bridage, du bridage direct, système pick-up, ou des porte-outils HSK frettés. Alors on a du HSK 25 généralement, on a plus gros mais pas gravé, qui vont être parfaitement équilibrés quand les rotations augmentent. C'est vraiment ce qu'il y a de plus stable, le HSK. Plus on tourne vite, plus le HSK est solidaire du corps de broche, contrairement aux autres systèmes de bridage. Donc, plus il tourne vite, plus il va être stable. Et c'est vraiment ce qu'il nous faut. Le palpeur de longueur d'outil va devoir aussi être adapté, précis, répétable, bien sûr, mais surtout très sensible pour ne pas endommager les pointes. Et puis, avec des surfaces de palpage résistantes, renforcées, traitées, pour ne pas être piqué par les pointes à graver. Sinon, on apprend au fil des années dans la douleur, on s'est rendu compte que les pointes à graver piquaient les surfaces de mesure, et puis on ne voyait rien à l'œil, mais le fait que ce soit piqué, après on avait des défauts qui apparaissaient de mesure en Z, et ça posait pas mal de problèmes. Donc voilà, palpeur adapté. Petite parenthèse, alors on voit sur le côté, parce qu'on parle souvent des broches à nez suiveur, donc on voit là dans la petite photo en jaune, une broche à nez suiveur. Alors ça pouvait être une solution pour tout ce qui était gravure de face avant, ou en tout cas gravure monopasse. On suit le défaut d'une plaque par contact mécanique. Alors il a fallu, par rapport au choix des broches, se poser cette question pour la gravure. Simplement, comme on n'est pas en contact mécanique, d'abord on risque souvent de rayer la matière. On ne peut pas faire de belles gravures 3D puisqu'on est en monopasse, les profondeurs ne sont pas réglables par le logiciel, donc c'est très peu polyvalent et très vite limité. Alors pour pallier à ça, quand on a quand même besoin de suivre parfaitement une plaque ou des défauts de matière, parce qu'il n'y a pas que la gravure artistique, on a beaucoup de gravures industrielles, on a pallié à ça en développant une fonction spécifique avec le palpeur de matière. Alors chez nous, c'est un palpeur Renichaux qui sert bien sûr à faire origine, repositionnement, mais on a développé une fonction de suivi de défaut en Z. Donc le palpeur va palper toute une surface et appliquer la gravure sur une surface. Ça peut être intéressant aussi quand on veut appliquer une gravure sur une forme comme la bouteille que vous voyez en bas à gauche, sur une forme cylindrique, et là on est en 4 axes et on va palper et suivre le rayon de façon parfaite. La photo du milieu, donc la petite photo noire, vous êtes sur une face avant qui a été complètement tordue. On a la vidéo d'ailleurs sur YouTube. Vous venez palper cette surface et la gravure est appliquée à la perfection sur la vague. Donc c'est très précis, c'est géré 100% par le logiciel, indépendant du modèle de broche. Donc avec une même broche, on va usiner des boîtiers, faire les découpes des faces avant et puis venir ensuite faire des gravures parfaites
et compatible avec les autres fonctions d'aspiration, de lubrification, etc. Donc voilà, petite parenthèse, donc pas de broche à nez-suiveur chez nous, mais un palpeur qui fait à la fois les prises d'origine et puis de la correction de surface qui est vraiment plus spécifique comme application au palpeur. Après, en dehors de la broche, en fait, c'est toute la machine qui va avoir de l'importance. Donc déjà, ça va être son bâti, sa cinématique, ses entraînements. Alors, il faut un bâti rigide et massif. Massif pour stabiliser la machine malgré des vitesses et des dynamiques élevées, et puis pour gérer les phénomènes vibratoires de l'ensemble de la machine. Alors c'est vrai que j'ai mis une petite parenthèse développement des machines aux éléments finis. On a de nouvelles solutions logicielles maintenant qui permettent vraiment de simuler et d'optimiser tous les phénomènes vibratoires, de résonance, de flexion au niveau des machines, des portiques et de la cinématique globale, et qui permettent vraiment d'optimiser tout ça dans le choix des géométries de portiques, dans les matériaux, le choix des matériaux. Donc on va beaucoup plus loin maintenant grâce à ces solutions en étude des phénomènes vibratoires. Et c'est vrai qu'en gravure, c'est très important d'avoir des machines qui ne vibrent pas, bien sûr, et qui vont être dynamiques et avec des vitesses intéressantes, parce que sinon, c'est interminable. Les gravures sont très très longues à finir. Les finitions peuvent durer plusieurs dizaines d'heures, voire centaines pour certaines sur des grands formats. Et il est vraiment important d'avoir des dynamiques élevées et sans vibration pour protéger les pointes à graver, ne pas les casser et pouvoir malgré tout aller très vite sur ces finitions très complexes. Donc, parties mobiles, par contre, à l'inverse, vont être rigides, bien sûr, mais légères pour exploiter à nouveau ces dynamiques. On ne peut pas être dynamique et surtout très fluide avec des masses embarquées énormes. C'est complètement incohérent mécaniquement, c'est inenvisageable. Système d'entraînement, alors nous, on est sur de la vis-à-vis, hein, on reste sur de la vis-à-vis, mais sur les machines les plus haut de gamme, on a bien sûr des règles de mesure optique pour une correction en permanence du moindre phénomène de dilatation, une stabilité parfaite et une répétabilité irréprochable sur la production en grande série. Alors, une des grandes évolutions, c'est l'évolution au cœur du système de contrôle. Aujourd'hui, au-delà de la mécanique, du comportement dynamique de la machine, on va ajuster tous les paramètres dans sa dynamique et ses déplacements. Alors déjà, tout simplement, l'évolution des contrôleurs, il n'y a encore pas si longtemps, c'était difficile de faire un rond-rond. On faisait un perçage, il était souvent ovale, et faire un beau perçage, c'était très compliqué. Alors heureusement, on n'en est plus là, mais ça va bien au-delà de ça. On va maintenant gérer aussi au niveau de la machine son comportement dynamique et ses filtrages de points, erreurs de corde, lissage de courbe. C'est-à-dire qu'on va lui définir vraiment ce qu'elle va tolérer dans ses déplacements par rapport à la trajectoire programmée. Donc on peut être au plus proche si on le souhaite. Alors, en exemple, c'est toujours plus parlant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on règle sur sa FAO, on met un réglage standard avec, mettons, 20 microns d'erreur de corde. Si je ne donne pas d'infos particulières à ma machine et que je la laisse en ce qu'on a chez nous, on choisit 5 niveaux dynamiques sur les machines. Et si je la laisse en dynamique 5, j'obtiens le résultat sur la première photo. C'est-à-dire qu'en gros, je lui dis, tu tapes à fond. Peu importe de vibrer un petit peu, comme je le ferais sur une grosse ébauche de pièces mécaniques, à la limite. Sauf que pour de la gravure, ça n'ira pas du tout. Donc, je vais mettre en dynamique 1 ou 2 sur des ébauches, mais 1 quand je fais vraiment mes finitions les plus délicates. Globalement, donc, d'abord 10 microns d'erreur de corde et 20 microns de filtrage. En dynamique 1, je dis à ma machine, je veux être au plus près de la trajectoire, au plus précis. Je ne veux pas du tout en sortie de courbe de dérapage, j'allais dire, donc d'erreur de poursuite, donc de vibration, de réajustement de ma position. Donc la machine change complètement de comportement dynamique, c'est-à-dire qu'elle va être au plus près de la trajectoire. En sortie d'une courbe, elle va anticiper cette courbe bien avant, on la voit vraiment à l'œil, hein, ralentir, anticiper les trajectoires, et ça va tout changer. On n'a plus du tout de phénomène de vibration, on n'a plus du tout de réajustement de position en cours d'usinage, on est toujours au plus près de la courbe, c'est très fluide et les résultats s'en ressentent énormément. Alors, puisqu'on parle de gravure et d'art, on va se faire aussi un petit peu plaisir en regardant de jolies pièces. Hop. Voilà. Donc, on a pris le résultat de tout ça, c'est quoi? Voilà, ce sont des pièces assez charmantes. On a pris un exemple de joaillerie fine réalisée en interne chez Datron.
On voit quelques zooms sur les pièces. Alors, ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas mis en centimètres, mais le crucifix est très, très petit. Et on voit sur la droite le visage qui est tout en haut de la croix, qui est zoomé. Vous allez le voir bien mieux ensuite. On l'a réalisé, cette pièce, avec 2 générations de CN. Donc, sur l'ancienne M8, qui est encore installée chez pas mal de graveurs et qui tourne encore très bien, hein, qui était déjà haut de gamme pour de la gravure, faisait de belles gravures. Et puis, sur la droite, vous avez la M8 Cube, donc la nouvelle génération. Et on voit à quel point ça s'est encore amélioré quand vous voyez la finesse du nez, des cheveux, toutes ces arêtes très fines qui ne sont pas du tout déformées, les états de surface parfaits. On voit que la pommette est bien plus jolie. Tout est parfait à droite, donc il y a vraiment eu, alors il faut zoomer un grand nombre de fois hein, pour voir tous ces petits détails, mais on repousse vraiment très loin les possibilités en termes de perfection, hein, de gravure. Et là, on est dans du laiton, mais ça impacte énormément la durée de vie des pointes à graver quand on va être dans des aciers ou des inox. C'est-à-dire que cette perfection de trajectoire, elle n'impacte pas seulement l'aspect, mais aussi vos problématiques d'usinage, et en particulier au niveau des outils. Et quand on sait que sur un poinçon, quand on est dans des aciers très durs, si on quitte pendant la finition, si on casse souvent la pointe, on ne peut pas reprendre. Donc, il faut que les pointes, on soit capable de les emmener 5 heures, 10 heures, 15 heures sur une finition sans lâcher la matière, sinon il y aura une marque. Donc ça, c'est vraiment très important que les dynamiques et les vibrations soient absentes et les dynamiques parfaites. Voilà. Donc, globalement, je dirais que si on réunit, si on est vigilant à l'ensemble de ces points, c'est-à-dire avoir une machine avec une masse importante qui stabilise, quelque chose qui va absorber les vibrations, donc un granit ou un béton polymère comme chez nous, des parties mobiles plutôt légères et qui permettent une très bonne dynamique, des broches adaptées, mais aussi palpeurs de longueur d'outils, tous les éléments autour, et bien sûr une CN adaptée, on va pouvoir graver effectivement des détails les plus fins à la perfection, y compris dans des matériaux très durs, emmener des outils extrêmement fins pendant des heures de finition. On voit une très belle pièce là en bas au centre, qui en est un exemple. On va graver tous les matériaux, y compris les plus inattendus, parce qu'après on peut casser les outils, mais finalement on voit en bas à gauche qu'on peut casser la matière, puisque pour Pâques on s'est amusé à graver un petit œuf. Donc c'est facile à ébrécher. Donc avec le palpeur, on a palpé l'œuf pour suivre sa forme, parce que ça à programmer c'était un peu compliqué. Et puis on est venu faire une petite gravure joyeuse Pâques sur un œuf. Voilà, c'est magnifique. Je vois la rose là sur le côté. On a vraiment des pièces qui sont très très belles dans ce monde de la gravure. Alors ensuite, petite parenthèse donc sur la gravure du laiton sans plomb, on a de plus en plus de demandes. Alors effectivement, le laiton n'est plus, quand il est sans plomb, auto-lubrifiant. Donc pas mal de clients nous disent, mais moi j'ai mes vieilles machines, je gravais très bien jusque-là, et puis maintenant j'ai pas mal de problèmes. Donc plusieurs choses. D'abord, on peut effectivement adapter un petit peu les paramètres. Alors il faut souvent baisser un petit peu les rotations hein, quand on est dans du très dur, selon le type de vibration, ça c'est à ajuster, baisser un petit peu les avances. Il va falloir souvent relubrifier. Alors pour les clients d'Atron, bah, ça peut être donc simplement la pulvérisation éthanol qui va suffire à lubrifier un petit peu et à améliorer les conditions de coupe, l'évacuation du copeau, etc. Après, sinon, là, c'est repasser en huile pour les personnes qui sont sur d'autres machines, hein, huile soluble ou huile entière. Mais effectivement, c'est une problématique qui est de plus en plus répandue. Et aujourd'hui, les machines moins haut de gamme qui allaient bien jusque-là dans le laiton, pour certaines, vont commencer à être limitées dans les laitons sans plomb parce qu'ils sont vraiment beaucoup plus durs. Le comportement n'est pas du tout le même et non plus du tout ce côté gras. Donc, il faut ajuster. Alors, on peut vous conseiller, hein, pour ceux qui rencontrent des problèmes à ce niveau, des outils, des paramètres et éventuellement, donc si ce sont nos machines, repasser en éthanol. Dernier petit point, c'est bien beau tout ça, mais quelle machine je dois choisir chez Datron? Parce qu'il y en a plein. Alors, elles gravent toutes. Donc, il y a des choix qui vont être implicites de par le format de la machine. La petite Néo, bah, déjà, elle est limitée à 400 par 500. Hein, donc, c'est forcément pour on ne fera pas de grande plaque ou de série dessus, de grande série. Elle va être dédiée plutôt aux métaux tendres, mais pourra ponctuellement usiner des métaux ferreux et durs. Ça ne sera pas un souci, mais c'est vrai que si on veut produire intensivement uniquement de la pièce acier, je déconseillerais cette machine, principalement liée au type de broche, mais à sa structure générale. La ML Cube, compte tenu du format, on est sur du très grand format, elle est très utilisée en gravure industrielle pour des séries de face avant.
On la voit rarement sur de la gravure plus artistique. Après, on passe plus aux deux machines d'à côté, M8 Cube et M10 Pro. Alors, pourquoi l'une ou l'autre? Elles feront le même travail, toutes les deux très bien. Simplement, la M10 Pro a des règles de mesure optique. Elle va être beaucoup plus répétable. Elle a une résolution qui est plus extrême. Et si on fait de la production très intensive d'outillage en gravure, cette répétabilité va prendre tout son intérêt et aussi beaucoup plus productive, puisqu'elle est 2 fois plus dynamique que la M8 Cube, qui est déjà dynamique, donc 2 fois plus dynamique, et elle a des vitesses d'avance maxi supérieures. Donc, plus de productivité ou vraiment une répétabilité sur des séries intensives. On en a beaucoup en gravure, des M10 Pro qui tournent jour, nuit, week-end, très intensivement, à la perfection. C'est vraiment, elle est d'une stabilité remarquable. Voilà, maintenant vous allez pouvoir voir de la gravure, voir comment on programme en FAO, voir une pièce en usinage, voir plein de belles choses. Là, on rentre dans le vif du sujet. Donc, je laisse la parole à Thierry qui va vous présenter la conception du parcours, enfin la préparation de parcours, et puis vous montrer ce que ça donne en vrai quand ça bouge. Merci Voilà. Stéphanie. Merci. Alors, je reprends la main. Je vais voir mon écran. Tout le monde voit mon écran? Ah, je sais pas. Ah, voilà, moi j'ai... Quelques instants. Je sais pas si j'ai encore le temps. Alors, tout le monde voit mon écran. Donc, je regardais au cas où si j'avais des messages jusqu'à présent donc, par rapport à la présentation. Donc, n'hésitez pas, on y répondra juste après. Donc, pour l'instant, j'ai pas de message, mais ça va peut-être arriver. Donc, on va s'occuper tout de suite de la partie, donc le vif du sujet, c'est comment on prépare et comment on va gérer un petit peu nos parcours d'outils, nos préparations. Donc pour ceux qui connaissent pas l'interface Carveco, donc là le logiciel est démarré, vous le voyez en plein écran. Rapidement, vous avez ici tout en haut toujours le nom du logiciel avec le nom du projet ouvert. Ici tous les petits menus déroulants qui existent comme dans les versions, c'est tout pareil. Avec nous, on est plutôt habitué à tous ces outils-là par des icônes qui sont représentées ici, donc en différents menus. On en a aussi sur la partie la zone graphique au centre, vue 2D, vue 3D, vous inquiétez pas, on va basculer dans quelques instants dans vue 3D. Et la partie qui va être intéressante à déployer dans quelques instants, ça va être vraiment cette partie qui est vraiment la gestion de votre projet. Votre projet, c'est la création des vecteurs, des reliefs et les parcours d'outils. C'est ce à quoi on va principalement s'orienter ce jour. Rapidement, voici la pièce qui est créée. On s'est mis tous d'accord sur un type de pièce avec les différents logos des personnes qui vous font la présentation ce jour. Au centre, on a mis la carte de France qui permet de voir, parce qu'on est un petit peu dans différentes régions, donc on s'est dit autant mettre une carte de France, bien sûr, on n'a pas oublié la Corse, parce qu'elle fait partie aussi de la carte de France. Donc cette carte-là, pour expliquer, c'est tout simplement une image IGN que j'ai pris, sur lequel j'ai fait un niveau de gris pour avoir une hauteur de relief que je suis venu plaquer après dans le médaille. Vous voyez, dans la taille. Alors là, c'était la taille du cube, hein, d'accord, du carré tout autour. Fait 55 par 55. Donc c'est quand même assez petit. Et on voulait surtout garder un petit peu au niveau du niveau de gris, en fait, les dispersions pour bien montrer les différentes hauteurs du relief, on va dire, de la carte de France, mais aussi de l'accord. Et sans oublier ici, là, on est masqué un petit peu sur certaines cartes, perte ici au niveau du relief, hein, sur toute la partie des Alpes, et là c'est plutôt bien prononcé. Après, je suis venu à la partie de la mêlée. Donc en fait, pour ce faire, on doit faire des calques, je vous le conseille fortement. C'est vrai qu'on aborde ce sujet-là de plus en plus en formation. Pourquoi des calques? C'est que ça permet de trier. C'est-à-dire si on fait une erreur ou s'il y a un souci, que l'on veut modifier quoi que ce soit, dans le passé, on gérait très très peu les calques, ce qui fait que on devait tout supprimer et tout recommencer. Là, aujourd'hui, on a toute la partie gestion des calques. Donc, si je vous les cache tous, qui nous permettent par exemple de jouer la base, un des etc. Donc, je vais pouvoir arrêter toutes mes entités les uns après les autres. Donc, le but de ça, c'est de pouvoir faire toutes les modifications comme je disais avant et éventuellement retoucher localement. Pour faire tous ces reliefs, bien évidemment, ils ne sont pas comme ça
de manière anodine, hein, il y a un peu plus de travail. Et là où il y a le plus gros travail en amont à faire, c'est la partie calque, vecteur. Et là, c'est pareil. Pour ce faire, on a utilisé plusieurs niveaux de calque. Et ces calques-là, en fait, vont me permettre aussi de définir mes différentes zones d'usinage. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Si on souhaite ici des couleurs au niveau des calques, donc par exemple, là, vous voyez, j'ai un petit tracé, par exemple, pour faire une petite marque sur le logo. Ici, j'ai fait un petit tracé, vous voyez, pour le logo chaîne gravure. Donc ça, c'est important de bien préparer son travail. Ça ne prend pas forcément plus de temps, faut savoir. C'est juste dans ce diapo, je dois faire cette entité-là. Je fais le calque, je mets les vecteurs dedans. Et après, derrière, je profile. Donc, ça prend pas forcément plus de temps, mais par la suite, ça va risque, c'est pas ça risque, ça va vous en faire gagner. Et c'est ce qui compte, c'est ce qui est important, c'est gagner du temps après au final. Donc, pourquoi? C'est que comme on a tout isolé et tout préparé, et ben, de ce fait, on va pouvoir créer nos parcours d'outils. Donc, le but, là, c'est pas forcément de rentrer dans les détails dans la création de la partie 3D. Le 3D, vous avez plein de tutos qui existent sur Internet. Donc, le but de la présentation, c'était de vous expliquer un peu plus dans le détail la partie notion de parcours d'outils. Donc, au niveau des parcours d'outils, vous verrez la vidéo dans quelques instants à la fin de ma présentation pour vous montrer l'usinage de cette pièce-là. Hein. Elle a vraiment été usinée sur une Datron M8, si ma mémoire est bonne. Je crois que ça doit être la dernière génération même. Non, c'était une Neo d'ailleurs. Pardon, c'était une Neo. Dernière génération. Donc, on voit qu'il y a à peu près 13 parcours d'outils en tout. Pourquoi 13? Alors 13, c'est parce que c'est le chiffre qui veut ça, hein, c'est pas grave, mais en fait, le but, c'était vraiment de dissocier les différentes zones. Alors, je vais vous montrer bien évidemment. Si vous souhaitez, je peux ouvrir toutes les fenêtres, vous expliquer. Donc, on est sur du petit, donc les outils sont de ce fait. Vous voyez, on est sur une ébauche. Alors ici, je peux vous faire un donc, on a mis en corrélation avec la société chaîne gravure, avec son expérience qu'il avait au niveau de la partie usinage dans du laiton, et bien sûr les capacités de la machine, hein, parce que ça, il faut bien sûr le prendre en compte aussi. Et de ce fait, on a créé un premier parcours type, toute la partie ébauche. Donc l'ébauche, en fait, on va bien chaque zone. Donc elle se fait sur un vecteur, c'est tout simplement le vecteur ici qui a été sélectionné à l'intérieur de la forme, pour pouvoir usiner le... Ici, à ça, quand on fait un parcours type, bah, je sélectionne le parcours qui va bien, pardon, pas le parcours, le vecteur qui va bien, et si je double-clique sur l'entité, ok, là il va en mettre, hein. Aussi vous avez une zone vecteur sélectionnée, et par contre, le logiciel, vous voyez, il resélectionne le vecteur. Donc, je ne vais pas relancer le calcul, hein, c'est pas le but, c'est ça, c'est comme ça que c'est fait. Donc dans chaque entité, on a la possibilité, si on souhaite, de répéter ce type d'opération-là. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'utiliser toujours le même style d'ébauche avec les mêmes paramètres, et ben on peut faire ce qu'on appelle instantanément qui est ici, enregistré, et vous pouvez répéter cette entité-là, et vous pouvez même l'associer éventuellement à un nom de calque vecteur, mais par défaut, il faudra toujours laisser le même nom. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi. Je vais bien sûr vous simuler l'ensemble du parcours d'outils-là. Vous verrez qu'il y a deux possibilités de simulation. Donc la plus connue, c'est celle-ci. La petite nouvelle, c'est celle-ci qui existe depuis 2-3 versions maintenant, je crois, un jour, on va dire, du logiciel. Donc si je fais simuler avec cet outil-là, le but de simuler avec cette notion de couleur, c'est que ça peut permettre d'identifier les zones où l'outil va prendre beaucoup de matière. Donc il ne faut pas avoir peur de zoomer. On dépend aussi d'une qualité d'affichage, donc de résolution qui existait dans les anciennes versions, dire Arkham, hein, pour utiliser ce terme-là, hein, pour ceux qui utilisent déjà Arkham dans le passé. Mais ça a toujours existé, et c'est ça qui va permettre d'augmenter la qualité. Donc, résolution, rapidité, pour vous montrer le cheminement complet, je vais le laisser en standard, mais on peut aller très loin dans le détail. Vous voyez ici, on a une résolution où les pixels seraient de l'ordre de 7 microns. On peut le personnaliser en dessous. Donc, si je simule le parcours d'outils, voici le parcours d'outils. Alors, c'est allé très vite, hein, quand même. Là, il y a une notion de couleur. Les couleurs, en fait, c'est le système qui choisit. On définit ici. Ça veut dire que vous pouvez les changer. Il suffit juste de cliquer sur le petit icône. Vous pouvez choisir vos couleurs pour permettre d'identifier les zones. Moi, je vais le laisser par défaut. Donc là, premier parcours d'outils, c'est l'ébauche. Donc, enlever le maximum. Par la suite, on va commencer
préparer l'ensemble j'ai géré par style d'auteur. C'est de venir aussi préparer les logos. Je me suis dit, comme je suis descendu déjà là, je vais commencer avec même géométrie d'outils, c'est un outil différent. Vous voyez, c'est 1.5. Préparer le dessus du logo Datron. Donc, tout simplement, je peux lancer la simulation aussi comme cela. Ça peut marcher aussi. Donc là, on voit la petite zone qui a été reprise par couleur. Puis après, comme je suis ici, je vais venir vraiment chercher tout le fond donc de cette partie-là. C'est vraiment enlever le plus gros, donc s'approcher au mieux de ma forme 3D, parce que bien sûr en termes 3D. Alors j'ai deux choix au niveau de la simulation. Je lance tout individuel, c'est ce que je vais vous faire. Et après, je pourrais lancer le groupe complet pour ceux qui utilisent déjà le produit. Donc là, voici la première ébauche, on va dire finition des plats avec une phrase de 2,5. On vient reprendre ici. Alors je peux vous le montrer aussi comme ça. Ça permet de voir un petit peu où va venir passer l'outil. Donc gratter, vous voyez, il va commencer à rentrer dans certaines zones. Donc c'est pour ça qu'on a commencé avec une phrase de 3, avec une phrase de 1. Donc, je vais lancer la simulation. Donc ça nous permet d'éviter toutes les zones. Et après, on vient chercher vraiment le nerf. En fait, on vient vraiment préparer toute l'entité avec un outil qui est beaucoup plus petit, une phrase conique avec un plat de 5 centièmes. Donc c'est dans Arcam, donc ça fait 1/10. Hop, et là, je vais commencer à tout préparer, fait de toute ma forme. Donc là, on a enlevé pratiquement le plus gros de la matière. Et là, on va pouvoir commencer à attaquer ce qu'on appelle logo. Donc chaque logo ont été définis. Donc là, par exemple, le choix des outils est fait aussi par rapport à la taille du logo. On a des logos que vous allez voir qui ont un très très petit. Donc le choix des outils ont un impact, bien évidemment, sur la qualité ressentie et ce que l'on veut faire apparaître en 3D. Donc là, ici, on commence d'abord par une petite ébauche pour enlever le maximum de matière avec une fraise de 1. Et derrière, on passe avec... Alors, vous voyez les paramètres à chaque fois. Après, on est passé avec une fraise conique qui va nous ressortir tout le logo Datron. Et j'ai répété cette opération-là. Donc, pas de manière identique, mais presque, on va dire, sur l'ensemble des logos. Ici, on va voir la partie finition en fait, de la carte de France et de la Corse, avec une fraise hémisphérique de 1. Parce que fraise hémisphérique, c'est quand même quelque chose qui est assez rigide, plus petit, on est quand même sur du 1, donc c'est tout petit. Et ça va permettre de vraiment dégrossir au maximum. Ça va laisser quand même un peu de volume de copeaux à certains endroits. Le but étant, c'est de ne pas non plus être dans un copeau mini. Si on est en un copeau mini, l'outil qui passe après derrière va plus marquer la pièce qu'autre chose. Donc il faut quand même laisser un peu de matière sur cette partie-là, pardon. Voici un petit peu les aspects. Donc là, on se rend compte que c'est pas forcément très très joli. Mais attention, c'est une semi-finition. Le but, c'est dans le maximum de matière. Et après, derrière, on va voir toute la partie finition. Donc, vous voyez, elle a bien pris les deux, la France et la Corse. Et là, on a la finition avec, je vous remontre, fraise conique, là, de 1 centième. Donc, par défaut, je le redis, c'est un demi-plat qui est défini dans le logiciel, par défaut. Et là, on voit tous les petits détails qui vont sortir. Donc là, on voit qu'on a vraiment franchi un grand pas entre ce que l'on avait juste avant et là. On a vraiment quelque chose qui ressort plutôt au niveau de l'écran. Et après, je vais poursuivre sur toute la partie logo. J'ai fait le logo un peu la même façon que le logo Datron avec une fraise droite plus une fraise. Je vais déplacer un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Donc, je vais lancer un par un. Donc là, on voit vraiment le volume de matière. Je lance celui-ci. Et là, on voit le logo Datron. Le logo Carveco, pardon. C'est juste avant Datron. Même opération pour le logo application, un petit peu plus petit. Vous voyez ici, on a une petite fraise de 5 centièmes de plat. Parce que le logo est beaucoup plus petit. Et donc, de ce fait, on est obligé de passer un outil plus petit, bien évidemment. Donc, on va commencer par dégrossir le maximum de matière. Donc, j'ai pas fait simuler, pardon. Parce que c'est la carte qui enregistrée, donc voilà. Désolé, il y a une petite latence au niveau de la carte. Si on s'aperçoit que vous voyez qu'il y a un petit peu d'auteur, et donc on a un troisième passage de phrase avec un outil plus petit, vous voyez qu'il va affiner toutes les zones. Alors, je peux vous montrer, vraiment chercher toutes ces parties-là. C'est vrai qu'avec l'image, c'est peut-être pas... Si on voit bien les tirés d'angle à chaque fois,
Le but, vraiment, de sortir vraiment le petit logo, de contourner toutes les formes. Vraiment avoir une identité qui est parfaite, on va dire. Hop, hop, je vais chercher. Même opération sur le logo de la société Chaîne Gravure. Donc, on commence par enlever le maximum et passage de la petite fraise, toc, pour venir chercher la qualité. Le petit passage qui a été fait, j'ai oublié juste avant du plat. J'aurais dû lancer juste avant, je suis désolé. Voilà, ça, on lance la partie plate pour faire l'élément. Et après, vraiment, c'était donc le plat et après le logo. Hein. Je l'ai fait à l'envers. Hein. Mais normalement, on a le plat qui permet de faire vraiment finir la zone. La petite dessus et vraiment la petite gravure qui se fait juste sur le dessus. Qui permet d'avoir une bonne qualité. Et pour terminer notre gravure, donc il y a encore deux éléments. Vous voyez là, en fait, au niveau de l'élément, hein. Si vous vous rappelez la petite image de départ, du coup, ça ne m'embêtera plus. Je suis désolé. Je vais faire ça. Voilà. Donc, on ne voulait pas s'arrêter là en fond plat, parce qu'il y a un contournage en fait, pour avoir le format médaille. Hein. On voulait aller un petit peu plus loin. Au niveau de la réalisation, on voulait vraiment quelque chose d'un petit peu plus sympa. Donc, on a réfléchi à l'ensemble des intervenants qui sont avec vous ce jour, sur qu'est-ce qu'on allait faire sur la partie. On s'est mis d'accord sur les deux photos, et moi, c'est vrai que le fait d'avoir une petite mosaïque, ça pouvait être sympa, ça donne un aspect différent. On est parti sur un type de mosaïque. Donc, il y a un bon travail, bien sûr, au niveau donc déjà de la recherche. Ça se fait plutôt facilement dans Carveco, donc il n'y a pas de souci. Donc, vous prenez sur la détour en quelques clics pour avoir les profils. Je répondrai à la question tout à l'heure de Monsieur Collin que je viens de voir. J'ai bien vu. Donc, on est parti. Donc, photo, profil. Après, j'ai fait un système d'imbrication. Mais dans mon imbrication, il a fallu que je prenne en compte la taille du modèle, surtout quel type d'outil l'outil derrière. Parce que c'est ça, l'outil, c'est lui qui donnait vraiment la qualité, la finesse de ce que l'on veut au niveau de la texture. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et de ce fait, il a fallu faire une petite recherche, parce que si vous regardez... Ah, super. Petit message d'avertissement, parce que je suis dans... Voilà, c'est bon. D'où il a fallu que je fasse une recherche par rapport à ça. Et ça a pris... C'était surtout pour voir un petit peu l'imbrication qu'il allait voir dans la pièce. Alors, je vais masquer tout ça, si je peux. Parce que là, on voit que toutes les couleurs sont affichées. Donc là, on voit toutes les couleurs hein, de la simulation. Mais on peut ici. Là, donc je vais masquer, parce que du coup, ça sollicite la carte. Allez. Voilà, on ne les a plus. Donc, voilà, là, on va devenir différente. Donc ici, il fallait après penser donc la position en fait de chaque élément, prendre en compte le diamètre d'outil, bien faire attention que quand je change ma forme, ça ne vienne pas manger mes textes et éléments. Donc là, il y a un plus gros travail de recherche, on va dire, et de préparation, vraiment que sur cette partie-ci. Et le résultat de simulation, je vais vous le faire tout de suite. Je vais lancer en couleur. Voici ce que ça donne. Donc c'est vraiment l'outil qui va faire tout le passage de ce tour et qui va c'est là. Pour terminer, donc plus grosse préparation. Et après pour terminer, pour avoir quelque chose un peu plus sympa, tout simplement ici un contournage extérieur pour finir la pièce et avoir les médailles que vous allez pouvoir voir en vidéo dans quelques instants. Alors avant de passer à répondre tout de suite à une question. Vous parlez toujours d'un DXF, est-il possible de travailler sur du fichier STEP 3D? Alors, on peut importer un 3D directement dans Carveco, il n'y a pas de souci. On peut l'importer, ça peut des entités que vous avez trouvées par exemple sur Internet. Hein, il y a des sites Internet sur lesquels vous trouvez des formes 3D existantes. On peut les importer, on peut les placer, on peut faire les rotations, etc. Alors, ce qu'il faudra faire attention, c'est un petit peu la forme 3D. On reste sur le logiciel Carveco, ce qu'on appelle une notion de bas-relief. Par défaut, j'insiste bien par défaut. C'est-à-dire quand on crée un modèle, c'est comme si vous partez d'une feuille plate et vous déplacez des aiguilles sur l'axe des Z. Par contre, quand on part sur une notion de projet, on peut faire l'assemblage de plusieurs éléments. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc on n'est pas forcément que sur de l'XF ou de l'image, on peut aussi importer du 3D. Ça vous
aussi, hein, tout ce qui est les éléments tout le temps, il faut que je redescende un petit peu la matière, mais ça, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir maintenant la vidéo de l'usinage. Donc, je vais donner la main à ma collègue qui va lancer la vidéo dans quelques temps. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je reviendrai dessus. Hop. Donc, je pense que vous devriez voir son écran dans quelques instants. Voilà, donc là, moi, je le vois. Donc là, on voit le palpeur qui va négocier tout simplement la pièce. Donc là, on voit. Donc, alors, il n'y aura pas forcément tous les parcours, hein, bien évidemment, de schématiser. Donc, on s'est concentré sur la partie de grossissement. Donc là, on voit le surfaçage de la partie du logo d'Atron, fraise droite. On voit plutôt bien. Donc ici, on commence la zone qu'on a appelée la finition des parties plates, hein, pour dégrossir. Là, on passe toute la fraise qui va venir faire tout le détourage. C'était la fin, hein, sur les parties plates, faire le détourage, en fait, on va dire, tout le contournage extérieur de tous les logos et de la France. Donc là, on voit l'évidement, en fait, du logo de la société Chaîne Gravure. Là, on voit alors, l'ébauche était faite. Là, on commence à voir les différentes tranches, en fait, pour préparer la finition du logo de la société Datron. Avec etc. Donc là, on voit sur la fin, donc l'outil tourne tellement vite, là, on voit qu'il est pratiquement transparent. Donc la vitesse est due à ça et surtout la qualité de la caméra. Ici, on va voir l'ébauche ou la semi-finition, plutôt la semi-finition, pardon, de la carte de France. Puis après, bien sûr, on va voir l'ébauche, la semi-finition, pardon, de la carte de la Corse. Et là, on va voir un petit peu plus fort le passage vraiment de la fraise conique, hein, pour vraiment faire toute la partie finition de la carte France et la Corse. Là, on voit le logo Carveco. Là, on voit alors le plus petit outil, hein, celui-ci il est super intéressant, on voit vraiment le plus petit outil qui a été utilisé, hein. C'est la fraise avec un plat de 5 centièmes, si ma mémoire est bonne. Là, on voit l'ébauche de... Ah non, c'est pas l'ébauche, c'est la semi-finition en fait du logo, ou même la finition du logo. Et voici ce que ça donne en fait en résultat avec... On l'a pas vu le parc outil, hein, mais là on a tout le parc outil en fait qui permet de gérer la texture qui vous a été montrée. Ce qu'on appelle la mosaïque, la fameuse mosaïque que l'on a fait. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions. Donc, je vais passer la main à Monsieur Chen, qui va pouvoir vous présenter en tant qu'utilisateur son ressenti, voilà, parler de son métier, hein, au niveau de la gravure. Du coup, bonjour à tous. On voit bien. On voit bien. C'est bon, parfait. Alors, du coup, je suis Victor Chen, donc dirigeant de la société Chen Gravure. Je vais vous présenter assez rapidement la société. Donc, c'est un atelier de gravure qui existe depuis 1904, qui était situé à Marseille. Donc, au début, on était spécialisé dans tout ce qui était, l'atelier était spécialisé dans tout ce qui était gravure sur argenterie. Donc, on a eu jusqu'à 15 graveurs à la main. En 1984, mon père a récupéré la société, a racheté la société. Il était plus spécialisé dans tout ce qui était gravure sur bijoux, plaques industrielles, donc gravure de moules et tout ce qui était seau pour faire des cachets de cire. Et moi, j'ai repris donc la société en 2019 et je suis basé maintenant à Aix-en-Provence.
Et donc, je suis spécialisé dans tout ce qui est seau, matrice d'embossage pour le cuir, les marques à chaud pour le bois, et les tampons laiton en relief pour tout ce qui est marquage des pâtes molles comme le savon et l'argile. La société, elle fait environ 1500 commandes à l'année, donc sur l'année 2020. On a 80% de professionnels et 20% de particuliers. La majeure partie de mes clients se situent en Europe. Il y en a quelques clients qui sont sur le continent américain. Là, vous avez quelques clients avec qui je travaille depuis de nombreuses années. Donc, on va de Louis Vuitton à même la République française pour tout ce qui est seau avec Maria ou tampon pour les gendarmeries. Je vais vous montrer quelques produits, quelques petites réalisations qui ont été faites. Donc là, on a des matrices d'embossage pour le cuir. Donc tout ça, ça a été bien sûr réalisé avec la Datron et programmé avec Carveco. Donc on peut voir ces petites. Donc c'est des petites pièces à chaque fois qui font entre 5 cm de long et 8 cm de long là pour celle-là. On a ici d'autres petites pièces pour des maroquiniers belges, un maroquinier belge Arrigo Graziado. Et à droite, on peut voir quelques petits exemples de marque à chaud pour tout ce qui est gravure, soit pour des burgers, soit pour du marquage sur le cuir. Ici, on a quelques exemples de seaux. Donc, des exemples de seaux. Le seau à droite avec une couronne en 3D et donc le blason lui-même qui est en 2D. À gauche, on peut voir un seau qui est un parallélépipède. Donc, j'ai pu usiner grâce à la Néo, grâce aux fraises droites de 6 mm de diamètre. Ici, on peut voir quelques tampons, un tampon pour abattoir. On a un tampon pour impression, donc qui est bombé, qui est pas plat. Donc ça a été fait grâce au palpeur d'outils, donc j'ai préparé le fichier à plat et donc normalement comme en 2D et avec le palpeur d'outils de Datron, j'ai pu le transmettre sur cette forme bombée. À droite, on peut voir des plaques d'aluminium anodisées, donc avec la fonction d'incrémentation pour pouvoir faire une série de 1 à 65, si ma mémoire est bonne. Donc c'est de l'aluminium de 2 mm d'épaisseur. Ici, donc des petites matrices d'embossage pour le bois, de marquage pour le bois. Donc tout ça, c'est des gravures faites avec des fraises droites et des fraises des pointes aggravées avec un angle de 60. Et donc, pour les racines de l'arbre à gauche, la plus petite a été de 1/10, avec un plat de 1/10 pour pouvoir faire les petites finitions. À droite, on a un petit exemple de tampon pour tout ce qui est pâte molle. Donc, c'est pour une grande société pour pouvoir marquer des céramiques. Ici, on va voir un projet qui a été réalisé avec Datron, un des premiers projets qu'on a pu réaliser ensemble. Donc, c'est une plaque en laiton en polymiroir avec donc de la peinture noire et donc du coup sur le thème un peu de la Datron Néo avec Néo qui représente la matrice et donc la machine en même temps et Datron en plein milieu. Donc ça, c'est mes anciens équipements. Donc j'étais sur du gravographe, des l'IS 700 qui a été modifié avec une broche haute fréquence pour pouvoir usiner au tout début. Donc c'est mon père qui avait fait ces modifications pour pouvoir usiner du laiton. Une IS 800 donc pour les grandes plaques qui ne tournent plus depuis 1 an maintenant. Et là, on a la dernière arrivée, donc la Datron Néo en version 2. On peut voir mon setup avec un étau autocentreur. J'ai une table à vide de 400 par 500. Donc là, il n'y a que la moitié de la table à vide, ce qui est pratique. Et un mandrin de 125. Donc maintenant, je vais vous parler un peu des avantages de la Datron Néo. Donc moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'elle est très compacte, donc elle rentre dans dans tous les ateliers quasiment. Elle passe dans n'importe quelle porte, dans les portes standards, elle passe. Le magasin d'outils 24 slots, moi qui m'a changé la vie par rapport à mes anciennes machines où j'étais obligé de changer à la main entre chaque passe, entre chaque passe. Et sa grande précision, donc j'ai plus de problème de précision ou de vibration. Le software Next, donc ça c'est ce qui contrôle la machine, il est hyper facile et intuitif avec ce grand écran tactile. Les commandes manuelles pour pouvoir faire des perçages, du taraudage, c'est un véritable bonheur. Et la bibliothèque d'outils Datron, donc qui permet de pouvoir rentrer juste par la référence de l'outil dans la machine. Vous avez juste à taper la référence et vous avez toutes les caractéristiques de l'outil qui sont directement enregistrées dans la machine.
Donc, on ne se prend plus la tête à tout paramétrer. Le palpeur, on a le palpeur, donc la prise d'origine est hyper rapide maintenant. Il n'y a plus de soucis de centrage ou quoi que ce soit. On a le palpeur de forme 3D, donc qui m'a permis de faire le tampon que je vous ai montré précédemment, le tampon qui est bombé. Et la lubrification à l'éthanol, c'est qu'on a des pièces qui sont propres, on n'a plus besoin de les nettoyer en sortie de machine. Au niveau de Carveco, donc moi j'ai plusieurs logiciels. Maintenant, je travaille uniquement sur Carveco. On a une interface qui est hyper moderne et qui est très fonctionnelle. On se repère très très vite et on peut la bouger comme on veut pour pouvoir paramétrer tout. Et même quand on ne sait pas à quoi sert une fonction, on a juste à laisser la souris traîner dessus et on a en fait une fonction aide qui nous explique qu'est-ce que ça fait. Au niveau de la création, on peut faire de la modification de vecteurs, c'est très très simple et c'est hyper intuitif. On a l'outil des plaques multiples donc, que j'ai utilisé pour faire mes plaques aluminium avec une incrémentation. Donc ça, c'est top, ça permet de gagner pas mal de temps. Et tout ce qui est conception 3D, on peut le faire en direct. On n'a plus besoin d'attendre que la machine brute, enfin que l'ordinateur est en train de réfléchir pour calculer. On a un résultat direct sous les yeux. Au niveau de la communauté, ce qui est top, c'est qu'on a énormément de tutos YouTube sur Carveco, ou même on a juste à taper Artcam sur YouTube et on a énormément de tutos pour pouvoir faire tout. Dès qu'on a un problème, moi je sais que je vais sur YouTube et je trouve la solution. Et après, on a tout ce qui est des mises à jour, et des mises à jour qui sont plutôt régulières, comme on a des nouvelles fonctions qui interviennent de temps en temps et qui sont même en bêta test, donc on pourra les essayer et on peut donner notre avis. Et les développeurs sont plutôt cool parce qu'ils vous écoutent. Donc voilà, j'ai fait assez bref. Donc je vous remercie tous pour votre attention. Vous pouvez voir ce que je fais en allant soit sur mon Instagram ou même sur mon site internet directement. Donc vous avez tout qui est affiché. Et maintenant, je vais rendre la parole et on va sûrement répondre aux questions, je pense. Ouais, merci Victor. Hop. Bascule sur mon écran. Alors, je vérifie en même temps s'il y a des questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. On va laisser un petit peu quelques secondes. Très bien. Donc, il n'y a pas de questions, Thierry? Non, pas de questions pour l'instant. Très bien. Écoutez, je vous remercie, je me remercie tous les intervenants donc, pour leur intervention et la préparation de ce webinaire. Nous avons été ravis de vous accueillir pour ce sujet, encore une fois, qui est très intéressant et qui vous permettra, j'espère, d'avoir des réponses à vos questions. Vous allez recevoir des vidéos enregistrées lors de ce webinaire pour pouvoir les revoir ou les diffuser au sein de vos sociétés ou auprès d'interlocuteurs qui pourraient être intéressés par ce métier qu'est la gravure. Vous allez voir nos coordonnées apparaître de la société Datron, de la société Chaîne Gravure. Donc, nous vous invitons à nous contacter si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos sociétés ou sur nos solutions. Nous pouvons organiser des présentations beaucoup plus personnalisées en fonction de vos besoins, répondre à des questions techniques au travers de démonstrations, de présentations plus avancées. Nous vous remercions pour votre participation, pour votre présence et nous vous souhaitons à tous le meilleur pour l'avenir. Notamment, nous vous invitons bien sûr à prendre grandement soin de vous et nous espérons vous accueillir pour un prochain webinaire. Merci et bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.